Cela ne confirme-t-il pas qu'il n'accordait aucun intérêt à la peine de ses victimes? Bon, vous savez, on vivait une période très troublée. Peut-être que même s'il faisait des choses, moi je n'étais pas au courant de ce qu'il faisait en direction des victimes. Mais bon, dans une certaine mesure, puisque la grande majorité des personnes qui ont été blessées répondaient à peu ou prou au nom de notre parti politique, je n'ai pas eu connaissance qu'il y avait des gestes qui ont été faits à leur égard. C'est qu'il n'y en a pas eu, M. Ba. Merci. Merci à vous. Merci bien, M. Ba. Nous vous exprimons toute notre compassion par rapport à ce qui est arrivé. Et au même moment, nous vous remercions parce que beaucoup de victimes se sont succédées ici. Elles nous ont dit que vous avez fait beaucoup pour elles. Merci. Merci pour ce soutien. Vous étiez le président du comité d'organisation de ces manifestations, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que vous êtes la personne la mieux indiquée pour nous donner des explications réelles par rapport à ce qui s'est passé. Bon, c'est vrai. D'accord. Et vous étiez là, toutes les péripéties, tous les périples, vous avez pris part. Oui. D'accord. On va insister sur certains passages. Vous dites que ce qui vous a surtout amené à penser à cette manifestation, c'est la sortie du président Dadis au quartier Boulbiné. J'ai pas bien entendu. Le président Dadis avait fait une sortie au quartier Boulbiné. Oui. Et au cours de cette sortie, il a dit qu'il pouvait, n'est-ce pas, se présenter à toute élection présidentielle. C'était un coup de semonce et nous avons pris conscience du danger qui guettait le pays et nous avons usé juste après avec le doyen Jean-Marie au niveau des forces vives de toutes les diligences pour rencontrer le CNDD, pour aller nuitamment rencontrer le capitaine Dadis pour les amener à renoncer à leur projet. Malheureusement, nous n'avons pas réussi. D'accord. Et le colonel Moussa Keïta, le secrétaire permanent du CNDD, a dit clairement Dadis ou la mort. C'est vrai. Ça a aussi contribué. Oui, parce que la première étape, c'était la déclaration du capitaine Dadis à Boulbiné. La deuxième étape, c'était cette déclaration du colonel Moussa Keïta, secrétaire permanent du CNDD, Dadis ou la mort, qui était pratiquement comme si c'était un programme politique. Et il y a l'événement du palais aussi, l'esplanade du palais. L'esplanade du palais est venue après, parce que c'était en crescendo que les choses se sont passées. Et la sortie de l'abbé, ça n'a pas contribué? Bon, parce que nous avions déjà pris les dispositions d'organiser la manifestation du 28 septembre avant même de savoir qu'il y avait un programme qui était esquissé pour que le CNDD puisse aller à la baie, puisque la lettre d'information à la mairie de Dixine date du 23 septembre. D'accord. Et la réponse, vous étiez parvenu quand? Bon, je pense que le 24 ou le 25 septembre. D'accord. Et en substance, qu'est-ce qu'on disait dans cette lettre-réponse? Bon, pour la mairie, que le stade n'est pas dans leur juridiction et qu'ils ne peuvent pas prendre des dispositions à cet égard, conformément à notre demande. Et comme dans notre lettre, nous avions demandé à ce que la mairie prenne les dispositions pour assurer la sécurité des manifestants, ils ont rajouté
il ne dispose pas de forces en mesure de sécuriser la population et les manifestants. Et le ministre des Sports, est-ce que vous avez également adressé un courrier? Il n'y a jamais eu, à ma connaissance, de réponse à notre courrier, parce que les deux courriers étaient partis en même temps. D'accord. Et au stade, vous avez bien vu M. Toumba? Oui, dès qu'ils sont venus, c'était frappant, puisque c'était lui qui a donné des instructions pour que nous descendions des gradins pour aller au niveau de la pelouse. Il était accompagné par des militaires? Bon, il y avait des militaires qui étaient à côté de lui, mais bon, 13 ans après et maintenant, avec tout ce que nous avons entendu, pour ne pas avoir l'air de tricher par rapport à ce que j'avais vu à l'époque, on ne pouvait pas les distinguer. Bien, est-ce qu'il était armé? On n'a pas remarqué ça aussi? Non, non, je n'ai pas cherché à vérifier. Est-ce que vous l'avez vu tirer sur la population? Je ne l'ai pas vu tirer sur qui que ce soit. D'accord. Et M. Tchekbro, est-ce que vous l'avez vu tirer aussi sur la population? Je ne l'ai pas vu tirer sur qui que ce soit. Vous dites que c'est lui qui vous a aidé à sauver l'âge de Selou? Oui, bien entendu, c'est lui qui nous a sortis de ce pétrin, parce que s'il n'était pas venu à ce moment-là, je me pose la question de ce qu'on serait devenu. Et est-ce que M. Toumba a également mis des leaders dans sa voiture? Bon, il a pris tous les autres, il les avait amenés avec lui. Nous, on est restés derrière parce que la Selou était par terre et je ne pouvais pas l'abandonner. D'accord. Est-ce que vous avez vu des machettes, des flèches, des gourdins? C'était difficile à dire puisque tous nous avons bénéficié, entre guillemets, de circonstances plus ou moins, j'allais dire, exceptionnelles. En dehors des coups que nous avions reçus, nous ne pouvons pas attester de ce qui s'est passé par la suite à l'intérieur du stade, dans la solitude, mais on a vu qu'il y avait par la suite beaucoup de personnes qui étaient blessées et les récits que nous avons enregistrés étaient macabres. Mais de visu, je ne peux pas dire que j'ai vu des gens, en dehors de ce que je viens de déclarer tout à l'heure, des gens armés de coupe-coupe et de nous. On était dans d'un espace qui était loin du grand monde. Donc, est-ce que vous avez remarqué la présence des miliciens, des gens qui étaient habillés en t-shirt, genre Chelsea et autres? Bon, sur le coup, on a vu des gens avec des espèces d'uniformes qui n'étaient pas du tout conformes avec l'allure de ce que les forces de défense et de sécurité doivent porter. Bon, il y avait des civils, donc ceci et ceux-là qui nous poursuivaient pour nous asséner de coups avant l'arrivée du colonel Tibourou. Bien, vous dites au camp Samori, vous avez vu un camion militaire qui était venu, mais vous n'avez pas pu voir l'intérieur. Oui. Mais ça m'a tiqué. Un camion était quand même venu. Oui, c'était comme si les parois étaient très hauts, donc on ne pouvait pas savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et il avait garé à quel niveau précisément? Dans l'espace qui mène au dispensaire du camp Samori. Il y avait beaucoup de militaires autour. Bon, dès que le camion s'est garé, j'ai l'impression que c'était comme s'il n'y avait pas quelque chose de particulier. J'ai simplement vu un militaire essayer de voir ce qu'il y avait à l'intérieur et après il est redescendu et voilà. Il vous a quand même semblé qu'il y avait non, ça quelque chose à l'intérieur? Ça m'a semblé bizarre. D'accord.
Et que savez-vous des cas de disparition, d'esclavage sexuel, puisque vous étiez dans le mouvement? Qu'est-ce que vous avez appris à propos de tout cela? Bon, j'ai appris énormément de choses, des récits très tristes, des gens qui étaient enfermés au camp Macambo et qui sont restés longtemps, dont certains étaient des militants. Et le récit était très douloureux. Et d'autres, il y a au camp Alpha Yaya, il y a des personnes enfermées dans les conteneurs. Bon, il y a eu beaucoup de choses de ce genre. Donc, à travers tous ces récits, tous ces témoignages, vous croyez qu'il y a eu effectivement des disparus? Oui, parce qu'il y a certains filles victimes d'esclavage sexuel. Bon, parmi les filles que nous avons pris en charge, vous savez, il y a des choses que des fois les personnes, par pudeur, n'aiment pas raconter, mais a priori, on avait entendu qu'il y avait des personnes séquestrées dans ce sens. Et pour vous, ces massacres-là, quel est le mobile réel? Pourquoi il y a eu ces massacres? Bon, c'était une forme d'intimidation pour semer la terreur, et peut-être que est-ce que ceci était fait spécialement pour la manifestation, ou bien est-ce que ce qui était dans une certaine mesure, ça c'est une analyse, est-ce que ce n'était pas une confrontation entre différentes forces militaires qui étaient en train de se préparer? Et donc la manifestation du 28 septembre, avec la répression qu'elle a endurée, je pense, a fait que beaucoup de choses qui étaient prévues, planifiées, n'ont pas pu se faire, et ça a détourné l'action vers une autre dynamique. Bien. Est-ce que vous avez eu vent des différentes réunions qui s'étaient tenues au niveau de la hiérarchie militaire bien avant ces événements du 28 septembre? Personnellement, je n'étais pas informé de cela. Je n'ai pas appris qu'il y avait ce genre de réunion, mais je dois dire que je m'intéressais peu à ces aspects. Sinon, on risquait d'être, comment on appelle ça, intimidé, ou parce qu'on sait comment les choses se passent. On vous fait croire qu'il y a des choses qui se préparent parce que, dans le but de vous déstabiliser. Et personnellement, j'étais focus sur l'organisation de la manifestation proprement dit. D'accord. Au cours de cette matinée du 28 septembre, il avait plu, hein? Oui, il y avait une fine pluie, mon inquiétude, c'était que la pluie soit suffisamment forte, parce que en 92, le fait que, à ce moment-là, pour la conférence Nations souveraines, que beaucoup de responsables se soient débinés à la dernière minute, ont impacté de manière sérieuse la lutte politique, parce que de 92 à 2004-2005, c'est comme si c'était un ectoplasme plat. Il n'y avait plus de manifestations, il n'y avait plus de contestations. Et pendant de toute cette longue période, on disait tout ce qui se fait en Guinée est possible. Toute revendication démocratique, s'il n'y a pas un soutien populaire, c'est comme si vous êtes dans les nuages, vous voulez amener ce pays, cette société, vers plus de démocratie. Mais vous voyez, rien ne se passe, la population est atteinte d'une telle apathie, et c'était l'inquiétude que le 28 septembre 2009
qu'on se retrouve encore dans cette situation, parce que si cela se passait comme ça, j'avoue qu'on en aurait encore pour des dizaines et des dizaines d'années dans une situation de léthargie démocratique et de recul dans tous les domaines. D'accord. Vous dites que vous avez reçu un coup au niveau de la tête. Vous avez pu dévisager la personne? Non, non. C'était un militaire, c'était un béret rouge? Bon, vous savez, dans cette brouhaha, dans cette tohu-bohu, je n'ai pas pu distinguer, je n'ai même pas vu venir le coup. Tout simplement, j'ai su que j'ai reçu un coup sur la tête. J'étais sonné, mais j'avais gardé heureusement toute ma lucidité. D'accord. Nous revenons à la clinique Ambroise Paré. Ce sont deux militaires qui étaient venus avec des grenades. D'accord. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas pu les identifier? Bon, je n'ai pas pu, et puis il n'y a jamais eu l'occasion, au moment où la mémoire était fraîche, de savoir c'était qui. Mais je sais que le colonel Thieboro sait de qui il s'agit, puisqu'ils sont du même corps, du même milieu. Est-ce que vous pouvez revenir sur les propos de celui qui avait proféré des menaces? Non, ils ont indiqué, puisque déjà la cellule était sur le brancard à l'intérieur et que les médecins s'affairaient, il leur a dit, si vous ne les sortez pas, ils vont jeter des grenades à l'intérieur de la clinique. En ce moment, le colonel Thieboro était là? Il était là, oui. Et Toumba aussi était là? Non, je n'ai pas vu le commandant Toumba. Il n'était pas présent en ce moment? Je ne l'ai pas vu à ce moment-là. D'accord. Et qui donc avait envoyé ces leaders-là à la clinique Ambroise Paré? Puisque quand vous arriviez, ils n'étaient pas là. Je sais que le colonel, le commandant Toumba Diakité, c'est lui qui a pris en charge tous les autres leaders, excepté M. Dallet et moi-même. Mais les leaders, eux, ils étaient là à l'intérieur de la clinique? Non, on ne les a pas rencontrés là-bas. Parce que pour moi, le colonel, le commandant Toumba était parti depuis... la notion du temps me fait défaut lorsque j'y repense, mais ils étaient partis bien avant. Je veux savoir, ces leaders-là qui étaient venus avant vous à la clinique, n'est-ce pas? Ils étaient à l'intérieur de la clinique? Ils n'étaient pas à l'intérieur de la clinique. Ils étaient au dehors? Je ne les ai pas vus. D'accord. Seulement, vous avez vu les deux militaires qui sont arrivés? Oui. Et le colonel Thieboro était là? Oui. Merci bien. Au stade, vous avez vu des femmes violées, des filles violées? Pour cela, la seule femme que j'ai vue, c'était celle au niveau de l'esplanade qui était entourée par des hommes en uniforme et qui cherchaient à la dévêtir, et elle se débattait pour protéger sa nudité. C'est le seul cas que vous avez vu? Oui, parce que... Oui, vous n'avez pas vu des corps? Non. Vous n'avez pas vu des blessés? Bon, nous étions blessés, mais... Hormis vous? C'était difficile parce que vous apercevez du monde, des gens qui courent. Peut-être certains sont tombés. C'était le sauve-qui-peut? Oui, c'était le sauve-qui-peut général. Et nous, est-ce que nous avons fait l'arrivée du commandant Toumba Diakité et notre sortie du stade? Est-ce que c'est 10 minutes? Est-ce que c'est 15 minutes? Est-ce que c'est 20 minutes? C'est difficile de se prononcer, mais je sais que d'autres sont restés là-bas des heures durant, et avec tout ce qui a pu se passer pratiquement dans la solitude. Vous dites que le président Jean-Marie vous disait qu'il avait reçu des menaces lorsque vous étiez arrivé chez lui. Lorsqu'on est arrivé le matin, il n'avait pas l'air de vouloir aller au stade. Vous avez compris qu'il avait reçu des menaces? C'est ce qui était très probable, mais nous avons estimé, pour ne pas rééditer nos échecs de 92,
c'était de le laisser là-bas avec un ou deux autres responsables. Je veux juste savoir ce passage. Vous avez compris quand même qu'il avait reçu des menaces, n'est-ce Oui, pas? parce que M. Sidia Touré avait confirmé que lui, il avait reçu des appels. Alors pour vous, est-ce que ce n'était pas des prémices de ces massacres-là? Non, ce n'était pas possible de penser que cela allait être possible. Donc au moment où vous alliez au stade, vous n'aviez jamais compris qu'il y aurait eu des massacres? Non, parce que d'autant plus, comme ministre de la Réconciliation nationale, le massacre du 22 janvier 2007, nous avions organisé une espèce de forum national où l'institution militaire était venue présenter ses excuses à la nation pour dire que plus jamais des choses de ce genre ne vont pas se répéter. Et malheureusement, ça c'était au mois d'août 2008. Par la suite, nous avons su que cette forme de justice transactionnelle n'était pas suffisante pour empêcher des expressions de massacre aussi dramatiques et tragiques comme celui du 28 septembre. Bien. Et le fait que nous n'avons pas eu le procès plus tôt a encouragé encore la réédition de ce genre de massacre un peu partout à l'intérieur du pays. Est-ce que la population civile portait sur elle des armes? Non, parce que c'était une exigence formelle de venir sans qu'il y ait toute confusion autour de ça. C'était une manifestation purement pacifique. Vous n'avez vu personne armée, parmi la population civile? Parce que même lorsque le matin on allait vers le stade, j'ai rencontré un jeune qui avait un sachet. Je me suis arrêté pour lui dire qu'est-ce qu'il a dans son sachet. Ça, c'était même loin du stade. C'était au niveau de Dixide, un peu à côté de comment on appelle ça, de la pharmacie. Mais comme c'était convenu, il ne fallait pas qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse indiquer que des gens pouvaient transporter des armes blanches ou toute autre chose. D'accord. Et pour vous, ces massacres-là, est-ce qu'ils ont été spontanés ou bien ils ont fait l'objet d'une préparation minutieuse pour vous? Bon, c'est un peu compliqué, mais déjà, le fait d'ouvrir le stade, pour moi, c'était un élément qui n'était pas normal. Oui, cette question, elle est importante. Pour vous, parce que comme je l'ai dit, vous êtes en amont, vous êtes en aval. Oui. Pour vous, ce que vous avez constaté au stade, est-ce que ça pouvait vous faire dire que c'était spontané, c'est-à-dire les gens ont appris que vous étiez mobilisés au stade, ils sont venus pour réprimer, ou bien ils ont pris toutes les dispositions pour pouvoir réprimer cette manifestation-là? Bon, comme je ne suis pas au courant mais le fait que le portail du stade soit ouvert, pour moi, était un élément qui sentait un piège qui allait se refermer autour des manifestants. Mais comme la situation s'est présentée, on n'y pouvait rien parce que c'était une foule qui nous a transportés, enthousiastes, croyant que le fait d'entrer dans le stade était une victoire en soi. Intérieurement, lorsqu'ils m'ont porté, j'étais inquiet du fait qu'on rentrait dans le stade. Mais bon, on n'y pouvait plus rien. D'accord. Et merci bien. Merci. Merci beaucoup. Cheba, pour finir, je vais à mon tour vous poser des questions de précision. Il est vrai que ça fait assez de temps, 13 ans, la mémoire peut ne plus être fidèle. Vous ferez l'effort nécessaire de vous souvenir de
des points les plus saillants par rapport aux questions que je vais vous poser. D'autant plus que vous apparteniez à une formation politique et vous aviez créé au même moment le Forum des forces vives et vous étiez membre actif, c'est ce qui vous a valu d'être désigné par tous au beau monde comme l'organisateur principal de la manifestation du 28 septembre, que vous avez voulu pacifique et qui s'est soldée par cette tragédie malheureuse que nous avons connue. Alors, est-ce qu'au niveau de votre formation politique, vous aviez reçu, peu après les événements du 28 septembre, des familles qui vous ont indiqué qu'ils n'ont pas vu les leurs au stade, qui étaient partis tôt le matin pour le stade du 28 septembre, ce même 28 septembre 2009? Bien. Bon, l'expérience, pour remettre tout ça dans le contexte, l'expérience du ministère de la Réconciliation nationale par rapport à la tragédie du 22 janvier 2007, où nous avions cherché à prendre contact avec les victimes, leurs proches. À mon niveau personnel, le vide de documentation lié au 22 janvier 2007 m'a amené en tant qu'organisateur de la manifestation du 28 septembre 2009 immédiatement à prendre toutes les dispositions pour qu'il y ait une documentation des listes des personnes qui ont disparu, des personnes qui sont mortes, des blessés, pour préparer, en cas de nécessité, disons, des procès ultérieurs. Et je pense que ce travail a beaucoup aidé aux travaux de la Commission internationale nationale d'enquête. Il y avait beaucoup de disparus, puisqu'il y avait même une association qui avait été mise en place pour le cas des disparus. Et vous comprendrez que le parquet s'était versé dans des contre-vérités. Escobar, le sobriquet de Mohamed Condé, qui était à l'époque le commandant du salon, présent à l'époque des faits au salon du président Moussa Dadis Camara, a, n'est-ce pas, réfuté en disant qu'en aucun moment le capitaine Moussa Dadis a tenu ce genre de propos. En aucun moment. Qui d'autre a pu rapporter ici la preuve de l'imputabilité d'une telle affirmation au capitaine Moussa Dadis Camara? Personne, Monsieur le Président. Personne. Monsieur le Président, nous savons, et c'est le lieu d'ailleurs de rappeler, que dans ce dossier, certains ont tenté de subordonner des témoignages. C'est Escobar n'a pas voulu tout dévoiler, mais nous savons qu'il a subi des pressions pour venir soutenir cette affirmation. Mais ces militaires dignes que vous avez vus ici en face et que nous avons suivis religieusement a déposé avec sincérité en disant que je vais dire ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. J'aurai l'occasion de revenir suffisamment sur son témoignage quand je vais me permettre de critiquer les arguments du ministère public. Monsieur le Président, le Baobab national, au début de ce procès, avait annoncé en fanfare l'arrivée de Escobar pour dire que le jour où Escobar va comparaître, vous allez comprendre la terreur par laquelle le président Moussa Dadis a gouverné ce pays. Tout le monde attendait avec impatience la comparution de M. Mohamed Condé, alias Escobar. Mais c'est la montagne qui a accouché d'une souris. J'y reviendrai parce que c'est très important. Monsieur le Président,
m'intéressant toujours à l'ordonnance de renvoi, il est dit ceci. Attendu que suite aux instructions données lors des différentes réunions par les dirigeants du CNDD pour empêcher ou réprimer par tous les moyens la manifestation, les agents déployés sur le terrain ont commis des violences sexuelles sur les manifestants. Monsieur le Président, on parle d'une réunion. Cette réunion-là, elle s'est tenue quand? Qui sont ceux qui étaient présents à cette réunion? Quels étaient les points à l'ordre du jour? Où sont les preuves de la tenue de cette réunion? Ni les partis civils, ni le ministère public n'ont pu apporter la démonstration probante. Vous avez interrogé ici, et je l'occasion encore de revenir sur ça, le général Sano, qui était à l'époque des faits le chef d'état-major général des armées, tant d'autres chefs militaires sur la tenue de cette réunion. Tous ont balayé d'un revers de la main la tenue effective de cette réunion. Et vous ne trouvez pas que dans cette ordonnance, il a été quand même insérieux de parler des dirigeants du CNDD, alors qu'ici, on ne voit pas tous les dirigeants du CNDD. Si c'était vraiment sérieux, cette affirmation, mais ce ne sont pas que les 11 accusés qui devraient être là, ou les 10 aujourd'hui présents, non. Si c'était vraiment sérieux, si c'était sérieux, tous les membres du CNDD, peut-être même tous les membres du gouvernement, tous les chefs militaires, du général Sekouba Konaté au chef d'état-major particulier devraient être ici dans le box des accusés, si c'était vraiment sérieux. Si le parquet également était vraiment sérieux dans sa démarche, comme il a fait en prenant pour sésame les propos du commandant Aboubakatou Diakité pour engager des poursuites contre Jean-Louis et tant d'autres, pour demander à ce qu'on puisse reprendre les informations contre le colonel Bienvenu. Mais il aurait fait en disant, bon, j'ai compris qu'il faut aller sur le terrain de la responsabilité de commandement, donc du général Sekouba Konaté jusqu'au chef d'état-major particulier, du président de la République jusqu'au ministre, je vous poursuis tous pour responsabilité de commandement. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourtant, ils ont été prompts à enfermer ces pauvres pères de famille parce qu'ils sont réputés proches du capitaine Moussa Dadis Camara. Vous avez discriminé cette procédure. Vous avez rasé dans un seul camp, comme l'a rappelé mon grand frère Sidiki. Et le tribunal ne doit pas succomber à votre démarche. Monsieur le Président, vous conviendrez avec la défense du capitaine Moussa Dadis Camara qu'encore une fois, que cette ordonnance est dans la caricature. Et quand on caricature les faits, on ne peut caricaturer que les responsabilités. Et votre décision ne doit pas être l'émanation d'une caricature. À ce stade de la procédure, nous ne sommes plus à la phase des charges ou des indices. Nous sommes à la phase de la certitude. On aime souvent le dire qu'en droit pénal, quand le juge doute, il renvoie. Mais quand le tribunal doute, il relaxe ou acquitte. Ici, on ne parle même pas de doute, on parle carrément et simplement d'absence de preuve de l'accusation portée contre le capitaine Moussa Dadis Camara. La même ordonnance poursuit en disant ceci: que ces infractions ont été commises suivant des instructions ou provocations des dirigeants du CNDD et autres responsables dont le capitaine Moussa Dadis Camara,
Aboubakar Toumba Diakité dit Toumba, Marcel Guilavogui. Mais où est la preuve des instructions que le capitaine Moussa Dadis a données? Où est la preuve? Même les accusés, les 10 accusés ici présents, personne, tant à l'instruction préparatoire, ici à la barre, n'a soutenu que c'est le capitaine Moussa Dadis qui m'a envoyé au stade. Encore que ça ne veut pas dire que ceux qui ont été au stade sont responsables des crimes poursuivis. Leurs avocats ont apporté la pertinente démonstration. Mais où est le lien? Où est le lien? Où est la preuve de l'instruction ou de l'ordre que le capitaine Moussa Dadis a donné? Monsieur le Président, à l'ouverture de ce procès, j'ai entendu un confrère de la partie civile dire, c'était même une consoeur, je me rappelle, que nous n'aurions pas accepté la tenue de ce procès si le capitaine n'était pas renvoyé. C'est-à-dire, on ne cherche pas la vérité, mais on cherche la tête d'un homme. On cherche la tête d'une personne. On ne peut pas rendre justice de cette manière, Monsieur le Président. Là encore, vous conviendrez avec la défense du capitaine Moussa Dadis Camara qu'aucun élément du dossier, aucun élément ici prononcé par un accusé ne corrobore avec ce qu'a dit l'ordonnance de renvoi. Heureusement, comme on aime le dire, l'instruction définitive, c'est là-bas. Il y a un confrère qui s'est agrippé sur l'interview qu'on nous a tous fait écouter ici du commandant Aboubakar Toumba Diakité qui a dit, je cite, « On ne peut pas aller comme ça au stade sans ordre. » Mais est-ce que dans cette interview, il a dit que c'est le capitaine qui m'a dit d'aller au stade? Lui-même est venu ici, devant vous, réitérer que ce n'est pas le capitaine Moussa Dadis qui m'a envoyé au stade. Il vous a clairement dit que j'étais parti à la recherche du président au stade. Vous apprécierez cette affirmation? On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Marcel également ne vous a jamais dit qu'il a reçu des instructions du président Moussa Dadis d'aller au stade. J'aurai l'occasion d'y revenir, Monsieur le Président, honorable assesseur.